Sarthe un jour, Sarthe toujours. Alors comme je le disais en intro, c'est pas un jour, c'est au moins 2 jours, et c'est même 3 d'après ce que j'ai appris il y a quelques secondes. Des jours où vont se dérouler des événements importants en matière d'architecture, et nous on aime l'architecture, comme ceux qu'on invite aujourd'hui, les représentants des architectes de la Sarthe, de l'association des architectes de la Sarthe. Fabienne Pommier, bonjour. Vous en êtes la présidente? Oui, avec un CA de bénévoles très actif. Bon, depuis donc 2014, parce que l'asso a été créé en 2014, je crois. Oui, ça va faire 3 ans en fait, en mars prochain. On passe vite. Hein. Vous êtes venu accompagner d'Hervé Lehoux, bonjour. Bonjour. Vous aussi architecte. Oui. Installé depuis... trentaine d'années sur le Mans, oui. Quelques années au Mans. Très actif. Vous allez nous parler dans un instant de ces cafés archi que vous allez organiser au mois de février et au mois d'avril notamment. Juste, on accueille aussi celui qui est sur le plateau avec vous et qu'on connaît bien. On reçoit tous les mois et demi. Oui, à peu près. À peu près. On va dire 2 mois. 2 mois. Ouais. Il s'agit de Daniel Levoyer, bonjour. Lui-même, bonjour. Président de la Vie Mancelle et sartoise. Il y a un instant, on parlait des fondeurs d'employés. Oui. Vous parlez de la fanfare. De la fanfare, c'est Francis Landier. Et il se trouve que c'est un lieu de rencontre intéressant ici, puisque je connais bien Fabienne. Ah aussi. Oui, mais oui, les parents surtout, mais Fabienne également. Vous connaissez Christian Potier, visiblement aussi. Formidable. Bon, on parle de la Vie Mancelle, c'est dense, c'est éclectique, c'est intéressant. Toujours. Évidemment, comme d'habitude. Bon, allez, l'association des architectes. Alors, juste 2 mots quand même, rien à voir avec l'ordre des architectes. Ah, rien à voir, non. Enfin, sauf que si, vous êtes obligatoirement, vous, inscrit à l'ordre, j'imagine. Alors oui, un architecte, pour exercer, doit être inscrit à l'ordre. L'ordre des architectes, en fait, c'est la tutelle de l'État sur notre mission qui est très importante. Et pour que les architectes ne fassent pas de bêtises dans leur mission très importante, il y a un ordre. Et vous avez pensé utile, malgré tout, en parallèle de l'ordre, de créer cette association, déjà pour partager entre vous? Alors la mission de l'ordre est complètement différente de la mission de l'association. L'association a pour but la promotion de l'architecture, la promotion des architectes sartois. Cette association des architectes sartois regroupe 40 architectes, la moitié des architectes de la Sarthe. Ah oui, quand même. Donc c'est assez représentatif. Donc il y a des cabinets importants, des cabinets moins importants, des plus âgés, des plus jeunes. Le but, c'est évidemment la promotion de l'architecture. C'est un outil, on va dire, plus qu'une association, qui a 3 publics, on va dire. Tout d'abord vers ses membres architectes, qui se réunissent à peu près 1 fois par mois pour travailler ensemble sur des problématiques qui sont propres à leur métier. Échanger sur des bonnes pratiques, etc. Voilà, les évolutions. Les contrats, les normes, etc. Vers les acteurs du cadre de vie, les autres personnes avec qui nous construisons le cadre de vie. Donc ça veut dire entre autres des élus, j'imagine. Les élus, les techniciens, les entreprises, les paysagistes, voilà. D'une manière un peu informelle. On a des sujets plus pointus. On s'est rencontré dernièrement avec le service pour le plan local de l'habitat, donc avec les services de la ville du Mans. Et puis notre 3e axe, c'est le grand public. Là, donc, c'est vraiment faire la promotion de l'architecture auprès du grand public. Et nous avons... Parce que vous avez besoin de ça. Fabienne, allez-y. En fait, nous avons envie d'échanger avec le public. Voilà. C'est-à-dire que l'architecte, que le grand public puisse facilement échanger avec un architecte. C'est-à-dire que vous estimez que vous êtes trop sachant par rapport au public et qu'il y a une trop grande distance aujourd'hui Il peut y avoir, oui, historiquement, une distance de pouvoir s'adresser à un architecte. Voilà, c'est pas forcément évident pour tous. Et dans le cadre de ces soirées, voilà, on casse un peu les barrières. Et alors, ça vous apporte concrètement quelque chose? À nous et pas qu'à nous. Enfin, aux gens qui viennent nous voir, la preuve, on a des gens qui viennent régulièrement. Et on a lancé donc alors pour communiquer au mieux avec le grand public, pour leur donner l'envie, la curiosité d'architecture, d'urbanisme et de paysage, on a inventé, à l'instar des cafés philo, le café archi. Ça a été notre première action en 2014, je crois. Et on est sur le thème de l'habitat, un thème, on va dire, que tout le monde peut partager, très facile d'abord. Et on a été absolument victime de notre succès. Le café était plein, donc ça, on se réunit dans un café, l'entrée est gratuite. Bon, si quelqu'un veut consommer, il consomme et puis il paie au tenancier, voilà. Mais nous parlons librement d'architecture, c'est pas du tout une conférence descendante, etc. Et quand on dit librement, ça veut dire qu'on peut ne pas être d'accord. Bien sûr, bien sûr.
Chacun exprime son opinion. Voilà, c'est vraiment un lieu Tout à fait. vraiment un lieu d'échange. Alors le premier, donc c'était sur l'habitat. Le deuxième, c'est pas celui qui était sur la prison, hein, c'est ça? Alors, le premier café Archi s'appelait L'architecture améliore-t-elle la vie? Ouais. Le deuxième... La réponse était oui, bien sûr. Alors, c'est plus compliqué que ça. Ça Bon, peut, ça peut- voilà, et des bien mauvaises architectures peuvent ne pas améliorer la vie. Non, puis il y a de Voilà. magnifiques maisons d'architectes, ce qu'on appelle des maisons Voilà. d'architectes, Ouais. qui sont splendides. Mais on a parlé mais qui sont aussi pas vivables, mais bon. on a parlé aussi de tous les logements, de tout un chacun, y compris le De logement l'habitat groupé. social, voilà. Hein, Et oui, parce que l'habitat là, l'architecte, groupé. du coup, a un rôle fondamental. Le deuxième café Archi, en fait, c'était à l'occasion de la manifestation Mansart, donc au sujet de l'architecture et patrimoine, où là, on a parlé de la relation entre le patrimoine historique et la modernité. Et de la même manière, tout le monde n'était pas obligatoirement d'accord. non Voilà, plus. un oui, échange hein. très fructueux. Comment peut-on faire cohabiter la modernité et le patrimoine Avec des ancien. exemples à l'appui, je me souviens qu'il y avait un Ouais, diaporama ouais. particulièrement important qui permettait effectivement de se faire une petite idée de ce qu'on peut faire, voire ne pas faire. Avec des interventions notamment de Nicolas Gauthier, qui est architecte des bâtiments de France, donc a un œil particulier sur cette thématique. Mais personne n'a de prééminence, hein, on est bien d'accord, tout le monde peut s'exprimer. Ouais. Bien sûr, oui, il voilà. intervenait comme tout un chacun. Comme tous les autres. Et le troisième café Archi qui nous tenait à cœur, qu'on a eu beaucoup de mal à organiser et qui s'est organisé vraiment in extremis, c'était sur le thème architecture et enfermement. En fait, on avait appelé ça un peu en résumé de cette manière-là. On voulait que ça se passe à l'occasion du printemps de l'architecture dans les murs de l'ancienne maison d'arrêt. Donc on n'a pas réussi à pénétrer beaucoup plus loin que le portail. Donc ça s'est passé en fait dans l'enceinte des murs de la première cour. On a pu faire quelques visites. Et là, 2 jours de suite, le samedi et le dimanche, on a eu beaucoup de monde. On a eu même des anciens détenus, il y a eu des avocats, et toutes sortes de personnes qui sont venues, qui avaient vraiment envie de parler du sujet. Et on a eu donc l'architecte qui s'occupe du projet de la visitation, qui était aussi présent. Donc l'architecture est un thème porteur, en fait. Alors, Complètement, et à la portée de tous. Bon, et donc fort de ce succès, vous avez décidé de continuer. Voilà, on ne veut pas s'arrêter. Chaque année, il faut qu'on tienne un rythme. Donc, on a pour le programme de cette année, pour l'instant, parce que ça, c'est juste les premières dates, on a prévu une expo archi au printemps. Donc, ce sera des photos d'architecture, vraisemblablement, enfin, avec un mode un peu spécial qu'on est en train donc, de préparer. Et ce sera vraisemblablement au hangar Créalab. Ouais. La deuxième manifestation qui est prévue, c'est donc le 5 avril à l'occasion de Mansart aussi. Le 2 avril. Oui, pardon, le 2 avril. Je crois qu'on devient peut-être un peu des invités habituels de Mansart. Et le sujet sera la transmission. C'est le sujet que Mansart a choisi. C'est logique. Voilà. Donc, Les journées Mansart, hein, je rappelle, ça se passe. Les journées Mansart, voilà. Ça se Transmission passe du patrimoine. L'architecture d'aujourd'hui sera patrimoine de demain. Il faut bien savoir. Nous fabriquons le patrimoine de demain. Donc ce sera encore une occasion de parler de patrimoine et modernité aussi, mais d'une autre manière. Et donc là, la manifestation qu'on annonce ce soir, c'est le prochain Café Archi qui a lieu le 25 février. Et qui est en plein dans l'actualité. Voilà, puisqu'il s'agit d'avoir un retour sur la COP21. Maintenant, concrètement. Voilà, comment pouvons-nous aujourd'hui, localement, agir, tout un chacun. On sent que ces préoccupations environnementales de la COP21 sont quand même au cœur, j'allais dire, du travail de beaucoup d'architectes aujourd'hui. Hein, non enfin, ça fait même partie d'une charte, là pour le coup, que l'ordre vous impose. Disons que déontologiquement, nous sommes aujourd'hui des architectes qui devons être responsables vis-à-vis des problématiques environnementales. Donc on a une charte à respecter de ce point de vue-là. Donc développer les BBC... on n'est plus dans le BBC. On est même plus loin maintenant. Et l'énergie n'est pas la seule, justement, ce n'est pas le seul volet, hein, puisqu'on a vraiment tout un volet social et comportemental. Et donc ça sera à l'épicerie sur le Zinc. 45 avenue de la Libération, qui a beaucoup à de succès. 20h le 25 février. Qui a beaucoup de succès. Voilà. Hein on l'a noté, 25 février, de toute façon vous avez vu l'affiche je crois tout à l'heure, donc à l'épicerie sur le Zinc. Vous restez avec nous pour la suite de la discussion. Oui, on parle Vivancel et Sartoise, là on va plutôt parler patrimoine. Mais pas seulement, évidemment, Daniel Levoyer, puisque vous parlez de choses
du passé, mais vous parlez de choses très très concrètes d'aujourd'hui aussi. Hein. Si on parle même de l'avenir parfois. Oui. On ne le prédit pas, mais enfin, on peut avoir un avis dessus. Alors les articles que j'ai choisis ne parlent pas particulièrement d'avenir, non, pas vraiment du tout. Non. D'ailleurs, on ne parle pas non plus de ce qu'il y a en couverture. En couverture, j'ai découvert effectivement qu'il y avait des mines du côté de Juigné. Oui, Sablé, le bassin sabolien était riche en mines qui ne sont plus exploitées de par le peu de densité des fonds. Voilà, donc c'est une affaire un peu oubliée aujourd'hui. Il reste quelques vestiges, mais sur des propriétés privées. Et vous êtes là pour effectivement faire ressurgir, ressortir ces mines de terre, et c'est le gros dossier. Hein. Non, moi j'ai choisi des articles peut-être qui sont peut-être un peu plus secondaires, mais bon voilà. Si, les apprentis d'Auteuil en Sarthe, je ne savais pas que les apprentis d'Auteuil, moi je pensais qu'ils étaient d'Auteuil, mais pas du tout, c'est un Sartois qui oui, c'est un abbé d'ailleurs, Joseph Roussel, né dans le Nord-Sarthe, à Saint-Paterne, je crois. Louis Roussel. Oui, Joseph était le tonton, je crois. Voilà, exact. Faites bien de me reprendre. Louis Roussel. Donc effectivement, en 1866, il a rassemblé quelques enfants perdus, je dirais, hein, sous le signe de la religion. Et c'était des orphelins, des enfants aujourd'hui un peu difficiles, dans des situations difficiles, familles un petit peu monoparentales bien souvent, mais les apprentis d'Auteuil effectivement sont partis de la Sarthe, sont restés en Sarthe, au château de Mangé. Et ils ont déménagé. Ils ont été abrités au château, dans les dépendances du château de Verneuil-le-Chétif. Après, ils sont allés à l'abbaye de l'Épau en 47, de 47 à 58. Il y a eu un abandon parce que c'était impossible d'entretenir les bâtiments qui étaient trop vastes. Et c'est précisément le Conseil général qui en a repris possession. Et aujourd'hui, ils ont été à la Bruyère aussi. À la Bruyère, j'oubliais la Bruyère, magnifique château de la Bruyère. Et aujourd'hui, ils sont disséminés sur 3 points, dont un à Saint-Saturnin, Saint-Pavas. Et le troisième, ma foi, je l'ai oublié. Et ils ont changé de nom, ils s'appellent les établissements sociaux Saint-Martin. Voilà. Mais on forme des apprentis, dans tout corps de métier. On a résumé, à vous de découvrir en lisant l'article, bien évidemment, que vous avez aperçu il y a un instant. Un autre article que vous allez apercevoir, c'est sur Albert Échivard. Alors lui, il m'a complètement scié. Oui, effectivement, maître verrier, peintre verrier, dont on peut voir encore quelques traces de ses productions dans les chapelles de cimetières, dans nos églises, à la cathédrale, à New York, pour ceux qui ont la chance d'aller... Oui. C'est une vie un peu difficile. Alors, personnage, donc l'article, j'ai oublié de dire tout à l'heure, l'article était signé André Ligné, cette fois-ci c'est dédié Béoutis. Donc Albert Échivard, atypique peintre, verrier, monceau, écrivain, patriote. Bon, il a fait plein de trucs. Moi, ce que j'ai retenu, c'est quand même sa vie privée. Il épouse la fiancée de son fils. C'est-à-dire, voilà. Il faut dire que son fils meurt à la guerre. Son fils, Maxime, est mort très jeune à la guerre, en 14, et il a épousé la fiancée de son fils, effectivement, avec 29 ou 30 d'années d'écart. Voilà, et ils ont 2 fils. 2 enfants après, voilà, c'est ça. Dont l'un meurt aussi à la guerre. Exact. Échivard est mort à ce moment-là, en tant qu'aviateur. L'autre est moine. Oui. Pendant la guerre, il fait la guerre normalement. Et puis, là aussi, tous les dossiers, je ne les ai pas écrits, donc ma journée d'aujourd'hui n'a pas été... Je n'ai pas pu résumer le programme. Vous pouvez m'aider un tout petit peu ce que faisait le deuxième fils. Après la guerre, où il fait la guerre sans évidemment combattre, hein, ça va sans dire, pour un moine, c'est quand même un peu embêtant, il défroque et puis il repart sur une autre vie. Voilà. Didier Boutis nous le précise, effectivement. Ce qui est amusant chez Échivard, c'est quand même qu'il réussit à faire de Falière, donc et Poincaré, voilà, des points carrés. Absolument. Ça n'a pas eu des chanoines honoraires de. Oui, alors ça n'a pas beaucoup plu quand même, ni à Falière, surtout à Falière, ni au monde religieux, donc parce que c'est vrai qu'on représentait
un homme laïque à travers un vitrail ou des vitraux. Pour des églises. Bon, c'était pas tout à fait du meilleur goût peut-être, mais enfin, cela dit, ils existent toujours, ces vitraux. Ouais. L'un est dans une collection privée et l'autre dans un musée. Bon, l'article est passionnant. Hein. Oui. Lisez l'histoire. Enfin bon, il raconte toute la vie, c'est vraiment très sympa. Les Perrières, une maison des champs au XVIIIe siècle, signée Daniel Rex et Oui. Benoît Hubert. À voir au 67 rue de Bonnetable. Exact. Alors, elle n'est plus tout à fait comme à l'origine, puisqu'elle a perdu pas mal de ses dépendances et des terrains qui étaient derrière. Mais c'était une belle maison, ce qu'on appelait une maison de campagne, des grands bourgeois, des maîtres scieриers du 18e. Et elle a été sauvée in extremis, ou partiellement tout du moins par Daniel Rex, justement, qui a pu racheter des boiseries, des cheminées, des trumeaux. Alors, on y parle aux de la enchères. maison, mais là Ouais. où l'article est aussi intéressant, c'est, donc pour vous, en termes d'architecture, j'imagine que ça peut être intéressant de découvrir ce qu'on y faisait, etc. On y parle surtout de l'usage, de comment se déroulaient les parties de campagne, Absolument, etc. oui, oui. La campagne route de Bonnetable, qui à l'époque était la route de Paris. En fait, La route de Paris. Et il faut préciser également que c'est la maison natale de Jean Français. Ah oui. Oui, oui. Grand compositeur. Oui. Je vais vite parce qu'il paraît que le temps Oui. passe. Ah. Vite. Maître Quéru, c'est un nom qui me disait quelque chose. Mais tout bêtement parce que c'était le nom de boutique Eh bien, et c'est- d'une liqueur. Et d'une liqueur, mais c'est surtout Paul Blin qui a inventé ces personnages dans Le Bonhomme Sartois, C'était dont il c'était était le le polo directeur. de l'époque, quoi. Oui, un petit peu, effectivement. Et il était surtout accompagné de maîtresse Champy. Et à eux deux, ils faisaient un sacré couple campagnard avec des bons mots du cru. Mais moi, alors là où j'étais surpris, c'est qu'à la fin du 19e, j'ai découvert que dans ce bonhomme sartois, on écrivait une partie des articles en patois. Un patois. Voilà. Et Bouvray a exploité la chose à travers des cartes postales dont on peut toujours lire les légendes sur les cartes postales, précisément, couleur ou noir. Ce maître Ouais. Quéru avec maîtresse Champy est devenu un vrai personnage qui a défilé dans Absolument. dans les fêtes diverses et variées, puis en Mayenne, etc. Alors, il a Bon, disparu du paysage aujourd'hui, c'est à vrai. découvrir. Et Oui, puis oui. enfin, c'est plutôt anecdotique, donc c'était signé André Ligné aussi, ça. Plutôt anecdotique, signé Claude Guasdieu et Pierre Gallienne, mais Guasdieu a été très impressionné par Oui. le géant Atlas. Et oui, 2,30 m, je crois, dans les années 1950, 51, 52, c'est le fameux Jaboun, Jean Nohain, qui élisait la reine d'un jour de ci, de là. Donc au Mans, c'était... Je ne sais plus comment elle s'appelait, cette brave femme. Elle a été comblée de cadeaux et elle a été prise dans les bras du géant Atlas. Donc c'était un tout petit bout de bonne femme Ah bon, dans on voit les la bras photo, d'un là. géant. Voilà. C'est impressionnant. 2,32, Oui, oui. c'est plus grand que les gens du MSB. Hein. Oui, oui, oui. Ils Donc sont il kilos, n'avait même pas... il aurait pu mettre les paniers facilement. Bon, et en tout cas, Claude Guasdieu l'a rencontré à la rue, lui, il était Très gamin, impressionné. j'imagine. Ça l'a beaucoup impressionné. Bon, Je voulais dire un mot, Oui, pardon. hélas, un mot sur un départ prématuré d'un de nos collaborateurs, Bernard Géraudy. Donc à chaque fois que je viens ici, pour la deuxième fois tout Ah du oui. moins, c'était Isabelle de Goyon il y a 2 mois. Demain, c'est la sépulture de Bernard Géraudy, donc nous saluons sa mémoire et vous avez raison, il fallait, Voilà. le Oui. faire et le dire. Merci. Oui. En tout cas, d'être venu nous parler de cette nouvelle vie mancelle et sartoise à découvrir dans toutes les bonnes librairies et bonnes maisons de la presse. On rappelle les 2 dates de nos cafés archis. 25 février, 20h, À l'épicerie l'épicerie Sud. sur le zinc. Voilà. Et Et l'autre, le 2 avril. Mansart. Et le 2 avril, Café des Arcades, sur le thème de la transmission du patrimoine. Très bien. C'est noté. Dans un instant, notre invitée intensément sartoise, Madame le maire d'Ivry-l'Évêque, Dominique Aubin.